Que le monde professionnel accompagne ou non les travailleurs, ceux-ci se retrouvent très souvent isolés, ce qui en fait des personnes coupées du collectif, bénéficiant de droits différents des autres, dont souvent elles se font un devoir de ne pas bénéficier. Ainsi, une conjointe explique que son mari handicapé refuse de réclamer le respect de ses droits. Il ne veut pas, il refuse de profiter de son handicap. Parce qu'on part du principe que je travaille, donc j'ai droit à rien. Eh ben, c'est très bien. Moi, je me débrouille. Je fais que ce que j'ai, puis c'est tout. De toute façon, j'ai pas le choix. Parce qu'en 2016, quand j'ai fait la demande de renouvellement de l'AAH, on m'a dit « Bah non, maintenant vous travaillez, vous avez plus besoin de l'AAH. » Voilà. Donc depuis ce temps-là, eh ben, je demande plus rien. Paul, 50 ans, hôte de caisse. Tout se passe comme si les travailleurs porteurs de handicap étaient condamnés à une humanité dégradée. Soit ils cachent leur état et courent le risque de l'incompréhension de leurs difficultés et d'une dégradation plus rapide de leur état de santé, soit ils endossent l'identité de travailleurs handicapés, mais celle-ci leur accorde un statut liminaire, c'est-à-dire un statut d'entre-deux. Ils sont bien des personnes, mais incomplètes. En marquant la différence afin d'accorder des droits particuliers, le statut de travailleur handicapé classe. Il y a les valides et les invalides, les normaux et les handicapés. Si les travailleurs sont parfois obligés d'accepter ce statut pour rester utiles à la société, ils vont tenter de le dissimuler hors travail, quitte à s'interdire certaines activités, à sacrifier encore une fois leur qualité de vie. La RQTH, elle vise à donner, à favoriser l'emploi des travailleurs handicapés, mais en les dotant d'un statut à part. En revanche, l'obligation d'aménagement raisonnable, c'est une obligation qui relève du droit de la non-discrimination et qui, pour le coup, vise à produire de l'égalité entre les travailleurs valides et les autres, grâce à des aménagements dits raisonnables. Mais l'idée n'est pas, on n'est pas du tout, la RQTH peut être assimilée à une forme de discrimination positive, alors que l'autre outil, l'obligation d'aménagement raisonnable, c'est précisément de la lutte contre les discriminations. Donc voilà, on a toute une série comme ça d'outils qui sont difficiles à penser ensemble. Si on supprime des dispositifs de discrimination positive comme la RQTH, pour s'appuyer exclusivement sur des dispositifs de non-discrimination, le taux d'emploi risque encore un petit peu plus de s'effondrer. Parce que comme vous savez, avec la RQTH, il y a aussi une obligation d'emploi des travailleurs handicapés. C'est vraiment cette logique de quota qui reste quand même très, très prégnante. Il y a des outils multiples, mais qui sont éventuellement contradictoires. Donc, c'est assez compliqué de fabriquer, en fait, autour de ça, une revendication qui soit clairement lisible dans l'espace public. Et après, il y a aussi le fait de s'associer ou non. Alors, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que souvent, en fait, l'emploi des personnes handicapées, et comme c'est le cas pour pas mal d'autres objets politiques, hein, mais c'est souvent traité en silo. C'est-à-dire que effectivement, si vous allez voir un employeur, public ou privé, hein, vous parlez d'emploi des personnes handicapées, vous dites « Ah ben oui, quota de 6%, RQTH, etc. » Mais par contre, il a du mal à associer ça avec les politiques de non-discrimination qui sont beaucoup plus spontanément associées à la question du genre, mais moins à celle du handicap. Et il y a aussi une difficulté aussi à articuler les politiques d'emploi des travailleurs handicapés avec la politique de santé au travail et de prévention justement de la survenue de limitations liées en fait à l'exercice professionnel. Donc voilà, du coup on a à la fois plein d'outils, plein d'acteurs, mais qui ne parviennent pas toujours nécessairement à travailler de manière concertée et articulée.
Mon plus vieux souvenir remonte à la période de la maternelle. Ce souvenir est celui d'une petite fille qui, lorsque la maîtresse demande de colorier, cela paraît difficile. Comment ai-je trouvé le moyen de surmonter cela? Je colorie de la main droite et quand la douleur est trop intense, je change. Ainsi naît le premier symptôme. Mon handicap est invisible sur tout point de vue. Que ce soit lorsque l'on me croise, personne ne se douterait une seconde de ce que j'endure. Mais c'est aussi sur un plan médical, alors que mes membres, mes articulations, mes muscles, ma peau, etc. me font mal. Mais aussi sur une simple radio, on ne voit rien. Je ne me plains pas que ce soit invisible, bien au contraire. Mais j'ai moi-même parfois fait tout mon possible pour qu'il le soit encore plus, en ne m'écoutant pas, en voulant faire plus ou trop pour paraître normal. Le tatouage est une thérapie pour moi. M'infliger une douleur que je choisis pour embellir mon corps, j'en reprends possession et m'appartient pendant un laps de temps. Le fait que ce soit invisible parfois me rend folle. Lorsque je croise mon reflet, je me dis que c'est impossible, que je ne mérite pas l'aide de la MDPH, que je suis folle, que c'est dans ma tête, que ça ne va pas. Puis j'ai appris à l'accepter. Mais c'est dur car tu l'acceptes, tu as confiance en toi, mais le monde te fait redescendre encore plus bas. Quand la position debout statique est la pire et que les files d'attente de supermarchés sont à hantise, j'envoyais quelqu'un pour acheter mes commissions. Je préférais commander sur internet et recevoir à la maison. La douleur est omniprésente. Je pense que si un matin mon corps n'était pas douloureux, je penserais que je suis morte, que c'est fini. La douleur est présente au point que chaque journée est planifiée dans ma tête pour savoir quand et comment organiser les moments où mon corps sera le plus sollicité, où telle activité est mieux à ce moment qu'à un autre. J'ai eu la RQTH vers mes 19 ans, je pense, lorsque l'on doit faire le dossier car on n'est plus enfant. Ça fait 5 ans que je suis adulte handicapée. Je sais que c'est une aide, je tâtonne encore pour le moment avec ces aides, mais je sais que c'est très important pour moi d'être connue. Lorsque je travaillais en service civique au rectorat de Besançon, on avait mis en place avec mon tuteur un endroit pour ranger mon ordinateur portable, car il ne me servait pas à la maison, alors le transporter chaque jour était très difficile pour moi. Il m'a même proposé une souris adaptée, mais malheureusement je n'en ai pas bénéficié car le confinement est arrivé. Ce handicap invisible m'a renfermé sur moi, m'a exclu, m'a fait croire que c'était lui qui me dicterait ma vie. Et m'a fait changer, j'ai grossi 50 kilos en quelques mois. Puis un jour je me suis dit non, c'est moi l'actrice de ma vie. J'essaye de m'accepter comme je suis. Et j'avance avec ce qui me compose, même si c'est long, que je prends des traitements depuis assez jeune, que je suis plus lente, maladroite dans mes mouvements, que faire des siestes est inclus dans ma routine. Je joue le jeu qu'est la vie avec ses hasards. Je m'appelle Julie Bali, j'ai 24 ans, je suis étudiante en art du spectacle, je suis animatrice périscolaire, je suis mariée, je suis plein de choses qui font que je suis moi. Mais ce que je peux affirmer, c'est que je ne suis pas que le handicap. Pour faire face à ces difficultés dans le cadre du travail et dans leur vie quotidienne, les personnes en situation de handicap développent des stratégies et s'adaptent en permanence. Le quotidien est alors fait de défis et d'obstacles qu'il faut surmonter pour continuer à vivre et travailler en tenant compte de ses besoins. Cela demande de l'énergie, mais aussi une capacité d'adaptation et d'inventivité afin de trouver des solutions. Et moi, je passe du temps à compenser mon handicap, instinctivement, volontairement, dans le but de vivre le plus simplement possible, et dans le but que ce handicap soit intégré, que je ne sois pas obligée d'y penser 100% du temps, parce que j'ai autre chose à faire. François, 63 ans, médecin du travail. Comme je vous dis, on n'a pas trop le choix de faire les choses autrement, parce que c'est comme un coup. Il m'avait demandé comment je vis avec un œil en moins, et je me suis habituée à force. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, en fait, on fait différemment. C'est des petits trucs comme ça, mais après, on s'adapte. En toute honnêteté, on s'adapte. Au fur et à mesure qu'on fait, on trouve des solutions pour faire. Baptiste, 22 ans, entrepreneur multiservice. La personne en situation de handicap va s'adapter, quitte à prendre des risques pour sa santé. Cette adaptation permanente a un coût élevé et la charge mentale induite entraîne une fatigue intense, voire
un épuisement pour les personnes. C'est pareil quand on est handicapé. Ça, c'est aussi une chose qui est très fatigante, c'est qu'il faut tout optimiser. Là aussi, il y a une charge mentale entre guillemets permanente pour dire attention, si on veut faire le moins de pas possible ou passer par des itinéraires les plus accessibles, il faut y penser à l'avance, pas se lancer comme ça. Alexandre, 52 ans, enseignant-chercheur. Prendre en compte cette charge mentale et accompagner le travailleur handicapé dans l'aménagement de son exercice professionnel pourrait permettre de réduire le poids de cette charge, ainsi que la prise de risque sur le lieu de travail.